Donc, je m'attacherai ce matin aux modes opératoires de transmission du chant polyphonique envisagé ici comme forme de sociabilité et comme forme musicale. La façon dont elle se transmet depuis 50 ans environ, la façon dont elle se définit, dont elle se construit. Au cours de cette période, je distingue trois moments correspondant à l'apparition de dynamiques particulières, en sachant qu'à chaque fois, la dynamique précédente ne disparaît pas pour autant. Trois dynamiques entre guillemets sauvages, au sens où elles apparaissent en dehors de tout cadre institutionnel, avant que l'institution ne soit même amenée à s'intéresser à l'objet qui les anime, institutions qu'elles ont au contraire peu à peu stimulées. Une autre dynamique institutionnelle est également apparue avec la création en 2004 de la classe de chant traditionnel du Conservatoire de Tarbes, création de nouveaux groupes, d'événements autour du chant et d'un festival. Même si je ne me suis pas encore attaché à la transmission en conservatoire et que je n'ai pas encore formalisé ce que j'ai observé de près du développement des ateliers de polyphonie dans la région, je puis néanmoins constater que ces dynamiques interagissent évidemment avec les autres. Elles en procèdent, elles y adhèrent, articulant par exemple transmission au sein de l'établissement d'enseignement musical et la pratique culturelle du territoire auquel ce dernier appartient. C'est donc toutefois à ce versant de la transmission que je m'intéresserai aujourd'hui. Alors, le premier moment correspond à la création de festivals. Le festival de la chanson béarnaise de Syros en Béarn en 1967, suivi en 1978 par celui d'Ibos en Bigorre, chacun d'eux faisant alterner sur scène un groupe de chanteurs, conteurs et présentateurs. À Syros, le festival se définit comme le conservatoire du corpus du chant béarnais. Le corpus réuni est édité en recueil et pendant 5 ans, des disques sont édités. Alors ces festivals deviennent en quelques années de véritables mouvements de société. 10 ans après sa création, le festival de Syros accueille 14 000 personnes. C'est, comme je le dis souvent, une sorte de Woodstock à la béarnaise et un Béarn encore rural. Cette dynamique fait émerger de très nombreuses formations vocales de villages, 150 pour le seul Béarn qui compte environ 400 villages. Elle s'accompagne aussi de la création de soirées béarnaises ou bigourdanes qui reproduisent en plus modeste la formule des festivals tout au long de l'année. Par ailleurs, une vaste production phonographique, disques ou cassettes, se met progressivement en place, notamment portée par le label Junquedoc du village, de la ville voisine de Jurançon. Certains disques laisseront une empreinte profonde, bien au-delà de leur localité, marquant plusieurs générations. L'apparition des festivals s'accompagne de l'émergence de la notion de groupe. Cette notion est ambivalente car elle peut prendre au fil des années, et encore aujourd'hui selon les cas, autant l'acception sociologique ou ethnologique du groupe que son acception scénique artistique. Une partie des groupes s'en tiendra à la première acception, transposant sur scène la pratique familiale ou communautaire, et une autre partie participera des deux dynamiques avec plus ou moins de bonheur. Le groupe, dans bien des cas, devient à la fois instance de transmission et institution de transfert, on va dire. Dans la région d'Oloron, par exemple, Joe Gun, qui était ici présent hier, rencontre les chanteurs dans leur sociabilité ordinaire ou extraordinaire en Vallée d'Aspe ou dans le Piémont oloronnais. Il les fait venir au festival de Syros. Ces derniers sont enregistrés et leur production enregistrée, pour certaines, se diffuse bien au-delà évidemment de cette micro-région. Un autre exemple un peu différent, à Cam, en Basadour, Yvan Barreire collecte du répertoire et le réinjecte dans le groupe du village qu'il a fondé en 72. Donc là, on est dans une situation similaire au mouvement de la musique traditionnelle, enfin des préoccupations plus instrumentales ou chorégraphiques. À la notion de groupe est associée celle de répétition. On en a parlé tout à l'heure. La répétition
est en partie espace de sociabilité et technique d'apprentissage par justement répétition. On retrouve bien entendu cette double fonction dans les groupes chorales, mais elle est vraie au sens strict chez les groupes qui produisent les modèles polyphoniques hérités, pour lesquels on va casser la croûte, on va boire une bouteille, on va chanter et on va rechanter, donc on va répéter, on va ressasser un répertoire. Alors, l'effet de tout cela, la répétition agit comme une sorte d'incubateur, un accélérateur. En effet, des automatismes s'y construisent, des parties polyphoniques vont se trouver, vont se retrouver, une stabilisation de l'aléatoire de cette polyphonie qui se fait en nombre ouvert, comme le disait Jean tout à l'heure, donc qui est très aléatoire selon les contextes. Ça va tendre à stabiliser l'aléatoire qui va s'exprimer de plus en plus dans le sens d'une polyphonie à trois parties, j'en reparlerai, voire même d'une quatrième qui peut émerger et qui, cela dit en passant, permet à cette polyphonie de redécouvrir, la répétition permet de redécouvrir tout le potentiel du modèle qui sous-tend cette polyphonie et qui est celui du faux-bourdon d'église que l'on voit ici, présenté à quatre parties, mais qui peut se chanter de 2 à 3 à 4 parties, et quand on compare, en fait, c'est tout à fait frappant. On peut d'ailleurs rapprocher la répétition profane, entre guillemets, des modes de transmission qui ont prévalu autour du lutrin jusque dans les années 1960 pour certains répertoires comme ceux des vêpres, chantés par les chanteurs, c'est-à-dire les bons chanteurs du village, qui pouvaient se joindre aux chantres autour du lutrin. Cette vocalité du lutrin a pu exister même dans certains villages, comme le village de Momas, jusqu'en 1980. Dans tous les cas, dans la région d'Oloron, par exemple, au Faget d'Oloron, à la fin des années 60, c'est le chantre du village qui est à l'origine de la création du groupe du village, et qui lui-même a ensuite enregistré et produit certains modèles qu'on peut voir d'ailleurs ici. Enfin, c'est le début mais de cette prière pour le roi, c'est tout dire. Par ailleurs, d'accord, j'avais un temps de retard. Par ailleurs, la scène et le disque peuvent générer des héros. La transmission se fait ainsi, dans certains cas, en combinant séduction et prosélytisme, qui est à la fois linguistique et culturel, dans le cas du Béarn et de la Bigorre. Mais encore faut-il, bien entendu, que le groupe qui est sur scène produise des modèles dans lesquels le public ou les gens tassés à la buvette puissent se reconnaître, donc que ces modèles soient suffisamment adaptés aux besoins des autres chanteurs. Deuxième moment que j'ai appelé le temps de la pastorale au sens ecclésial du terme, le temps, je vais parler des pastorales, le temps des pastorales qui est le temps d'une forme d'éducation populaire. Dans les années 1990, des acteurs culturels, certains sont présents ici, souhaitent régénérer l'expression de la musique et du chant entre guillemets traditionnel du Béarn. En effet, le festival de Syros s'essouffle. La dynamique musicale et chorégraphique issue du mouvement folk qui s'est beaucoup développé en Béarn et en Gascogne au cours des années 1980 doit à présent, selon eux, faire pleinement société, sortir des ateliers et se produire évidemment au-delà des balles. La pratique instrumentale doit aussi se ressourcer au plan stylistique, au plan modal, etc. Ils en viennent donc à créer un spectacle noélique, appelé Mystère d'Idenadao, Mystère de Noël, qui est intitulé, sous-titré Pastoral de Noël, et qui est donc créé en 1994. Mais ce projet est surtout posé comme un laboratoire, c'est ça qui m'intéresse ce matin, un laboratoire pour la pratique musicale, renouer avec des formes polyphoniques à trois parties notamment, évaluer leur lien avec les instruments, violon, flûte, tambourin, cornemuse polyphonique qui se recréent ou qui se créent à cette époque-là. Au plan vocal, les sujets de cette expérimentation sont des groupes issus de la dynamique du festival de Syros, dynamique qui a plutôt entraîné une normalisation d'un chant à deux parties. Mais pour que cela fonctionne, on module les groupes, on les combine, on les ventile, et la convivialité des répétitions aidant,
on va diffuser ces modèles de polyphonie à 3 parties. Alors, c'est pas non plus toujours difficile, puisque c'est du 2 parties, plus une partie, ça fait 3 parties. Hein. Il y a pas ça ne bouleverse pas l'ensemble des autres parties. Mais il y a une bascule technique et symbolique, mais je n'ai pas le temps de le développer ici. Cette joyeuse expérimentation est probante, et le spectacle, dans tous les cas, un énorme succès populaire et médiatique. D'autres pastorales à échelle villageoise ou valléenne vont suivre jusqu'à aujourd'hui, parfois 2 par an, à Noël ou à l'été, avec d'autres types donc, de sujets. Voilà, et ça s'est produit jusqu'à toutes les dernières années. Avec les pastorales, on passe d'une vision conservatoire, hein, qui était celle définie par le Festival de Syros, à une vision sociétale. Et même si les festivals de Syros et d'Ibos ont très clairement et à bien des égards fait société, c'est indéniable, ils ont permis une transmission sur 1 ou 2 générations, les pastorales constituent une dynamique nouvelle, c'est-à-dire un projet, un outil d'éducation populaire. Avec les premières pastorales, on se situe peut-être, sans doute, je ne l'ai pas creusé, à la croisée de la tradition française d'éducation populaire. Il y a pas mal d'enseignants qui sont impliqués, et de la philosophie folk aussi, qui est voilà, apprendre en faisant. Elle renoue d'ailleurs en cela avec le propos des pastorales des siècles passés, et jusqu'aux pastorales de Lannes en Barrétous, en Béarn en 1959 et en 1997, ce qu'elles sont aussi en tout ou partie en Soule voisine, c'est-à-dire des rites de passage collectif, pour citer Patricia, et des cadres de transmission de savoirs individuels et collectifs. Et puis la pastorale finie, achevée, la dynamique dure. Des écoles de musique peuvent naître, comme en Vallée d'Aspe, des ateliers, des groupes de chant, et dans tous les cas, toute une nouvelle sociabilité. Ça a permis de régénérer la sociabilité des villages. Alors si je considère ces pastorales strictement du point de vue du chant, en dehors des répertoires, un certain nombre d'entre elles ont été des instances de transfert puissantes de techniques polyphoniques, donc les fameuses 3 parties, de conduite vocale et aussi de posture physique, à commencer bien entendu par les premières pastorales dont c'était explicitement le propos, et ce qui a pu quand même varier dans le temps, pour peu que l'on mette en avant plutôt le projet artistique, fédérateur dans tous les cas du village, et que l'on perde de vue éventuellement des stratégies d'éducation et de transmission de techniques purement musicales. La logique amorcée par les pastorales, par les premières pastorales de Noël, va s'affirmer de façon plus radicale dans les années 2000. Une nouvelle génération d'acteurs s'attache aux fondamentaux de la polyphonie. Fondamentaux, c'est quasiment au sens rugbystique du terme. Voilà. On revient aux sources, on se recentre. D'une part, à travers des joutes. Déjà en 1997 est créé à Larens, en Vallée d'Ossau, au lieu de la tradition musicale. À Larens, c'est un peu le Sant'Olo Surgiu sarde pour le chant, pour la musique. Donc qui est un haut lieu de la tradition musicale, est créé, je cite, un concours de chant traditionnel pour financer l'école immersive Calandrette, créée la même année. Or, ce concours est entièrement organisé et pensé par des chanteurs de tradition du village. Seuls des groupes de 5 personnes, alors des règles sont édictées, par exemple, seuls des groupes de 5 personnes maximum peuvent s'inscrire. Il s'agit consciemment de casser les groupes trop importants qui se sont développés en Béarn et en Vallée d'Ossau depuis les années 1960, éviter ainsi les chorales, ou du moins la tendance à la choralisation des groupes, afin de révéler l'individu au sein du collectif. Le concours se déroule devant un public, mais ce côté spectaculaire, de même que le concert annoncé en fin de soirée, sont très rapidement concurrencés par la fréquentation de la buvette et de sa bruyante vocalité. En fait, cette soirée prisée des chanteurs locaux ne l'est pas en raison du spectacle, mais en raison du rassemblement, et notamment celui festif qui se déroule à la buvette et qui voit s'exprimer toutes les facettes de la vocalité. Autre initiative, en avril 2007, Bastien Miqueux, qui va nous rejoindre dans la journée,
donc un jeune chanteur à l'époque, du moins un jeune chanteur bigourdan, fils d'un chanteur réputé qui avait fait lui qui s'était révélé dans les dynamiques précédentes. Bastien va développer en Bigorre et en Béarn un principe de joute vocale. Ce type de soirée invite les chanteurs à s'inscrire individuellement pour une confrontation vocale. Un tirage au sort constitue alors des trios masculins, féminins ou mixtes, devant trouver une chanson commune, chantée par chœur, à 3 parties polyphoniques. Ça, c'est très difficile. Un apéritif chanté précède le tirage au sort, puis les trios formés s'égayent afin de préparer leur chant qu'ils présenteront publiquement un peu plus tard. La joute s'achève et l'ensemble des chanteurs se retrouve ensuite à la buvette, évidemment. Donc là, on est avant, là, on se chauffe, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors ici encore, les règles édictées ont une visée pédagogique. Le chant par chœur a pour but de montrer le chemin aux chanteurs issus d'ateliers et qui apprennent souvent à partir de textes imprimés sans s'en défaire ensuite. 3 chanteurs aussi pour rompre aussi avec les formations de 10 à 20 chanteurs des années festivals et donc chanter à 3 parties, comme je l'ai dit, même si c'est extrêmement difficile. 3 chanteurs, 3 parties. Pardon. Voilà, on va revenir. Alors en 2004 et 2005, la notion de canter s'affirme de façon rapide et forte en Béarn et en Bigorre. C'est un terme ancien, très courant, qui met l'accent non sur l'objet polyphonie, mais sur la performance et son contexte. C'est là une réaction au terme polyphonie mis à l'honneur depuis l'époque des pastorales et probablement jugé comme étant trop musico-centré. Canter, ça veut dire partie de chant, ce qui se passe dans un repas ou dans un café, un moment informel mais privilégié de chant où s'exprime toute la palette des formes polyphoniques. Le terme s'accompagne de 2 attitudes, 2 pédagogies. Par exemple, à partir de 2004-2005, des ateliers sont organisés par l'Oustau Biarnès avec des formateurs, mais ça se déroule au vu et au su de tous dans un bar à Pau. C'est un très beau succès de fréquentation depuis maintenant une dizaine d'années. Il y a beaucoup de monde et ce modèle existe aussi dans d'autres endroits. Voilà. Et surtout, cette dynamique est accompagnée d'une communication très soutenue sur le terme lui-même de canter qui va faire une sorte de buzz, voilà, très rapide. Et très vite après, en 2006, une autre forme apparaît, des rassemblements qui rompent radicalement avec le spectacle et avec la transmission formelle des ateliers. Le terme canter, parfaitement adapté à ces formules nouvelles, est très rapidement adopté. En effet, en 2006, à 15 jours d'intervalle, de jeunes chanteurs de Bigorre d'une part et de Béarn de l'autre envoient un mail. Ce n'est pas des militants connus, ce sont de jeunes chanteurs. Ils invitent à se retrouver en tel lieu, à telle date, dans un bar, dans une salle des fêtes. Côté béarnais, quelques vieux, arrivés de bonne heure, comme pour un concert, sont déstabilisés. Il ne se passe rien. Ils finissent par passer à table et il ne se passe toujours rien, ou dans tous les cas, rien de formel. Malgré tout, le chant est peu à peu omniprésent, mais aucune scène, aucun spectacle, aucun animateur apparent, juste un apéritif long comme un jour de fête, puis un repas, mais vers 16h quand même, puis un apéritif, puis chanter encore toute la nuit, parfois jusqu'au lendemain matin, et évidemment dans tous les cas des chansons à profusion. En Béarn, ce sont plus d'une centaine de jeunes pour la première édition en 2006, filles et garçons chantant à pleine voix. Ils venaient d'un peu partout, ne se connaissaient pas tous, mais passaient les premiers vers sans chant, puis les premières chansons en groupe bien distincts, les individus se sont mélangés. À partir de ces 3 temps forts qui s'échelonnent sur 50 ans, j'en viens à faire quelques constats. Je m'arrêterai à quelques constats aujourd'hui, 3 constats. Ces diverses actions contribuent toutes à définir, ces diverses actions contribuent toutes à définir la pratique plurivocale. Émanant de chanteurs locaux, elle propose en cela de véritables définitions émiques de la polyphonie pyrénéenne. On s'attache ainsi autant à l'équilibre des parties polyphoniques qu'à l'accord socio-musical des chanteurs,
à une vocalité qui implique totalement l'individu, définissant le chanteur non comme l'interprète d'un texte et d'une musique, mais l'inscrivant dans une communication vocale qui passe par un engagement corporel, visuel ou tactile, posant la polyphonie comme un corps social sonore. Voilà. Le chanteur doit par ailleurs savoir trouver vocalement sa place dans l'édifice musical et humain. Entre concert et joute, entre concert, joute et concours, s'affirme au cours des années 90 aussi la disposition en cercle, en rupture avec le positionnement scénique, facial et en ligne. Corse et Sardes montraient déjà le chemin de cette disposition, qui n'est pas si circulaire que ça, mais qui fonctionne comme un agrégat humain. Et Bastien, dans cette logique, Bastien Miqueux a créé à cette époque une mini-estrade circulaire avec 3 micros entrecroisés sur laquelle les trios se font face, un dispositif que la Reims va adopter rapidement. Voilà, l'interconnaissance aidant. Juste, je regarde... Tu m'accordes 5 minutes, Luc ? Voilà, je devrais avoir fini en 5 minutes. Un continuum s'exprime aussi des festivals de Syros et d'Ibos jusqu'aux Ocantaires d'aujourd'hui. L'affirmation grandissante de la notion de convivialité associée à l'espace, à l'informelle vocalité. Les festivals connaissent en effet 2 dimensions, vocalité formelle, scénique et vocalité informelle de la buvette. À Syros comme à Ibos, les vrais chanteurs, sitôt descendus de scène, gagnent la sortie du chapiteau où se trouve une buvette gigantesque de 20 mètres de côté et où on chante de partout. Idem pour les premiers ministères Idenadao, qui en font le vecteur de leur pédagogie et le but, parfois aussi au détriment de la rigueur et de la préparation des spectacles. Avec le temps des cantaires, en affirmant leur double identité vocale et sociale, on passe d'une vocalité associée aux libations et agapes jusqu'alors regardée comme vulgaire, pas sérieuse dans tous les cas, à une façon culturelle d'être. Cette histoire semble en fait sous-tendue par une sorte de logique que j'ai appelée logique de la cantaire, exprimée de façon implicite dès le festival de Syros, où elle n'a pas toujours été comprise, pardon. Elle a pourtant constitué la force sous-jacente, le ressort intime, sous-tendant la plurivocalité et lui donnant une direction, un sens. Second constat, d'accord. Voilà, c'est ça, je suis allé trop loin cette fois-ci. Second constat, une articulation possible et heureuse, me semble-t-il, entre vocalité formelle et vocalité informelle. Festival ou concert peuvent déboucher sur une cantaire. Je dis peuvent déboucher car tout type de groupe polyphonique en concert n'en est pas obligatoirement générateur. Mais dans un certain nombre de cas, la scène ou la réunion formelle est une sorte de tremplin de la cantaire. C'était déjà vrai avec les festivals. C'est toujours le cas aujourd'hui du festival Tarbenkant qui a été créé en 2010 dans le cadre justement de la dynamique de la classe de chant traditionnelle du Conservatoire de Tarbes. Et avec les joutes et concours, le mouvement n'a fait que s'amplifier. La cantaire est même mise en avant aujourd'hui sur les affiches et programmes comme suite logique du concert. C'est quasiment un argument de vente le week-end dernier au château de Montanet. Voilà, concert, animation, buffet, suivi, et c'est spécifié d'une cantaire. Au Conservatoire de Tarbes, le conservatoire organise lui-même ses cantaires. C'est pas forcément écrit sur le programme, mais il y a des concerts comme celui des Pagayous, et je pense que c'est une pédagogie là pour clairement de leur part qui se transforme directement en cantaire quasiment sitôt descendu de scène, parce que Jean-Claude pourra nous en parler cet après-midi. Troisième et dernier constat, joutes et cantaires ont une fonction de révélateur et aussi une fonction inclusive à la communauté vocale. Donc des révélateurs de chanteurs isolés et plus encore des jeunes chanteurs. Aussi des femmes qui n'étaient pas absentes des festivals mais qui vont s'affirmer de plus en plus et pour lesquelles le chant va devenir un mode de sociabilité. Et c'est parfaitement le cas en Vallée d'Ossau depuis une dizaine d'années et au-delà évidemment. Ces femmes ou jeunes qui sont écoutées par la communauté, et la communauté elle donne, c'est moins explicite qu'en Corse, mais elle donne un avis et elle sanctionne la performance.
Ces chanteurs trouvent donc un ça, c'est une sorte d'espace intermédiaire qui leur permet de pénétrer un monde que certains connaissent intuitivement, culturellement, et que d'autres découvrent, mais auquel tous aspirent, et qui les autorise à se mêler aux autres avec plus ou moins d'enjeux. C'est le lieu des premiers pas vers une prise d'assurance personnelle qui trouvera encore à se perfectionner par bain culturel en s'immergeant quelques instants plus tard dans la vocalité collective de la buvette. Il peut s'agir là autant d'une insertion sociale que vocale et stylistique. Pascal Comon, qui enseigne donc à Tarbes le chant, me dit que ses élèves immergés dans une cantère en reviennent au conservatoire, en reviennent transformés. Ils ne chantent plus de la même façon et ils en viennent à adapter en fait leur conduite vocale et leur posture physique. Pour conclure en 30 secondes, j'ai décrit 3 jalons distincts, mais en fait on assiste dans le temps à un tuilage, à une superposition au moins partielle des dynamiques qui peuvent dès lors interagir. De toute évidence, au cours de cette période, des cadres et des idéaux sous-tendus par ces cadres se transmettent, se construisent et plus récemment se patrimonialisent aussi. À voir donc l'effet que la patrimonialisation, au sens de conscientisation, d'explicitation des grands axes de la cantère, pourrait induire, pourrait engendrer dans le futur. Ce sont par ailleurs des tendances que je donne là, qui pointent des dynamiques positives. Et même si je ne perçois pas de dynamique négative dans le détail, je vais quand même signaler que ces cadres et idéaux ne sont pas mis en œuvre de façon homogène, qu'une cantère constitue un ensemble hétéroclite au plan humain et vocal, surtout s'il y a beaucoup de personnes. Elle fonctionne, qui plus est, en quelque sorte par flux et reflux. Le flux qui est centripète agrège de façon plus ou moins large les chanteurs dans une même dynamique, et donc on aura des grands moments de cohésion par instant. Et le reflux qui est centrifuge va déposer sur le côté les chanteurs les moins mobilisables. Donc tout le monde n'est jamais à 100% dans une cantère. On peut donc, selon les lieux, rencontrer en fait en même temps l'idéal type et d'autres formes plus tâtonnantes. Voilà, c'est pour ça qu'il est dans tous les cas difficile d'évaluer en bloc la qualité des cantères. Je m'en arrête là, désolé pour ce petit dépassement, et je vous remercie. Les illustrations sonores, vous les avez vues hier soir, donc je ne vous fais pas un dessin de ce que peut être une cantère. Oui, merci beaucoup Jean-Jacques pour cet exposé. Ce dont tu parles à partir des cantères notamment, vers lequel tu penches visiblement, ce que disait aussi Catherine Ergotte ce matin, est-ce que ça montre pas, pour reprendre la question de Luc Charles Dominique, une sorte d'impasse absolue dans l'idée d'institutionnalisation de ces pratiques culturelles, à partir du moment où ce qui se passe réellement est sans cesse réanimé par les buvettes, où on sourit quand on entend ça, mais elle est là la réalité. Elle est dans cette redynamisation permanente, chose qu'on peut observer dans d'autres domaines musicaux. Moi, je connais ça dans la musique manouche, où après avoir fait concert dit de jazz manouche, les manouches se retrouvent entre eux et vont chanter du Charles Aznavour, quoi. Ou alors dans le jazz avec les fameux after hours qu'il pouvait y avoir à New York, un moment légendaire et jamais enregistré qui échappe à toute... Voilà, est-ce que là, on n'est pas franchement sur une aporie des possibilités du patrimoine culturel immatériel, puisque on est là sur des processus qui visent sans cesse à échapper à toute forme d'institutionnalisation. Voilà, alors je ne sais pas si l'impasse est totale, mais dans tous les cas, ça illustre la difficulté, parce qu'évidemment, en théorie, c'est pas encore le cas en Corse, mais voilà, faire une politique, ça veut dire, ou institutionnaliser quelque chose, ça conduit normalement à faire une politique publique derrière, et évidemment la politique publique, elle va pas acheter ou financer des litres de Jurançon. Et je le dis, enfin, c'est pas tout à fait anecdotique.
Ça a été le cas, Jacques Baudouin racontait très bien qu'il gérait la caisse de la pastorale de Noël et ils étaient obligés de maquiller le poste qui finalement pouvait être l'un des plus importants, qui était les achats les achats de vin. Voilà. Et à la direction de la culture du Conseil général, c'était pas obligatoirement recevable. Alors moi je suis effectivement très prudent avec ces questions d'inscription, voilà, très prudent avec l'inscription, les questions d'inventaire me gênent moins, et d'ailleurs j'y participe, mais c'est voilà, une démarche d'identification n'est pas forcément nocive, quoique. Mais au-delà, voilà, peut-être faut-il simplement patrimonialiser les grands cadres, les grandes idées, mais surtout rien préciser dans le détail de façon programmatique, que ce soit pour instituer la convivialité ou telle forme de polyphonie. Enfin, moi, je suis voilà, très, très prudent, même si on collabore avec le ministère sur ces questions-là, même depuis le début. Faire le pas de l'inscription, c'est vraiment c'est autre chose et ça me pose question. Même si je connais bien, enfin j'ai suivi un peu le dossier Sardes. Finalement, bon, les ethnomusicologues sont réticents et les chanteurs sont enthousiastes. Et en Sardaigne, il y a deux grandes figures, c'est Ignazio Macchiarella qui est donc ethnomusicologue et Bustiano Pilosu qui lui est chanteur et qui est un type très, très intelligent. Et leurs deux, ils ont écrit chacun un papier là-dessus, et ce sont les deux facettes de la médaille. Et en même temps, voilà, il y a quand même une seule médaille à l'arrivée. Voilà, c'est quelque chose d'un peu évidemment complexe, mais je reste effectivement très, très prudent. Oui, pour ce qui concerne l'inscription des budgets, on appelle ça les frais de bouche. Donc pas les frais de bouche, excusez-moi, les frais de répétition. Frais de répétition. Donc il y a beaucoup de choses. Bon, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Il y a apparemment, comment dire, un espèce de non-dit qui plane en permanence, notamment pour ce qui concerne. Ce matin, c'est encore très visible. Autant pour la Corse que pour l'exemple béarnais, c'est qu'en fait, il y a très largement une part, pour ceux qui pratiquent les chants, dans ce cas-là, une part d'affirmation d'une identité. Voilà. Et donc, j'aimerais bien qu'on en parle aussi de ça, quoi. Pour moi, c'est fondateur. C'est-à-dire, ce revival des pratiques de chant n'existerait pas aussi fortement s'il n'y avait pas autre chose que le plaisir de la convivialité et les frais de bouche ou de répétition. Bon, j'en ai quand même assez parlé là, de la convivialité, elle était quand même très, très présente. Et bon, je m'étais attaché donc de façon un peu technique au processus de transmission, mais les ingrédients, enfin ce qui est transmis, transmet et en même temps construit une identité, et évidemment qu'elle est présente. Les plus jeunes chanteurs qui étaient là hier soir, leur démarche, elle est clairement voilà, une question d'identité, d'affirmation linguistique, où ils en viennent à apprendre la langue s'ils ne la maîtrisent pas déjà, dans tous les cas à la transmettre à leurs enfants, puisqu'ils ont ils ont la trentaine, ce sont des jeunes pères de famille. Voilà, donc évidemment, voilà, j'ai été technique, mais je n'ignore pas cette question de l'identité et de la langue, et évidemment, quoi, qui n'est pas obligatoirement le fait de militants et qui sont dans des processus de prosélytisme. Hein, les plus jeunes chanteurs d'hier, enfin tous les chanteurs d'hier, globalement, sont pas. C'est difficile de faire des catégories dans la militance, évidemment, hein, mais voilà, pendant longtemps, c'était pas eux les porte-drapeaux comment dire, ou les gens politisés, quoi, ou qui transforment évidemment cette question en axe politique. Mais effectivement, l'identité est liée, c'est clair.
Non, mais c'est ce que je veux dire. Dans les chanteurs lambda que je connais, voilà, la manifestation d'une identité, elle est effectivement bien présente. Voilà, je voulais juste dire ça. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas forcément consciente, y compris pour ceux qui pratiquent. C'est ce que je veux dire aussi. On est d'accord. Voilà. Mais que je ne voulais pas opposer à d'autres façons d'être et de vivre sa langue et sa culture et de la mettre en avant, quoi. Et on pourrait faire toute une catégorisation des acteurs culturels pour parler un peu le techno-langage. Juste une petite précision concernant la polyphonie corse. Il me semble ne pas avoir été dans le non-dit, c'est-à-dire il me semble avoir précisé que ce mouvement revivaliste du Reacquisto, il est apparu avec les revendications identitaires et d'appartenance, et effectivement des militants culturels et politiques indépendantistes et nationalistes aussi. Une dernière question, peut-être. Oui, je voulais juste savoir si au niveau du public, hein, que ce soit des chanteurs ou des gens qui viennent observer, la part de la moyenne d'âge. Parce que je pars chez nous en Bretagne, on a un réel vieillissement des fréquentations des Vesnos. Et savoir s'il y avait quel était l'état des lieux ici à ce niveau-là. Côté béarnais, donc, là, il faudrait faire toute une communication là-dessus, puisque il y a des ateliers qui se créent. Alors, je veux pas être. Il y a des ateliers. Voilà, si quelqu'un a 50 ou 60 ans, qui crée un atelier, il va attirer des gens dans son atelier qui ont 50, 60 ans. Enfin, ça varie un peu. Il y a aussi des expériences complètement menées par les plus jeunes, et donc ils vont envoyer des mails à leur réseau à eux, ils vont toucher des jeunes. Donc on se retrouve avec des ateliers de jeunes, des ateliers de moins jeunes, des canters. Alors les canters, là, c'est quand même, ça fédère, c'est intergénérationnel, mais il y a quand même, les jeunes sont bien présents. Bon, ça fait peut-être 1 an ou 1 an et demi que j'en ai pas vu, mais dans tout ce que j'ai constaté depuis 10 ans, ça donne ça. Et parce que moi, ça m'interroge aussi en termes de politique culturelle, évidemment. Hein. Je veux dire, on a tous testé des formules, ça marche plus ou moins. Voilà, si ça se fait au niveau d'un village, ça sera plutôt intergénérationnel. Si c'est au niveau du Béarn ou d'une vallée, ça va toucher telle ou telle tranche d'âge. Mais bon, là, voilà, hier soir, les très grands chanteurs qui étaient là, qui nous ont fait le plaisir de venir, eux déjà, ils ont quoi? Ils ont 50 ans, et voilà, et les autres en avaient 30, et moi déjà, pour eux, j'étais un vieux. Voilà, il y a 15 ans, j'étais un jeune, mais là, j'ai changé de catégorie. Voilà. Merci Jean-Jacques.